Aujourd'hui, on va regarder comment les lois de la physique fondamentale se comportent dans un miroir. Si vous construisez le symétrique miroir d'une situation physique, vous obtenez une autre situation physique a priori différente de la première. Par exemple, si vous tentez de superposer votre image dans un miroir sur vous-même, c'est votre main gauche reflétée qui prendra la place de votre main droite originale et vice-versa. Cependant, on a tous l'intuition que le symétrique miroir d'une situation physique, qui serait soumis aux lois fondamentales de l'univers, devrait se comporter exactement comme l'original, avec comme unique différence cette inversion droite-gauche. En 1957, la physicienne sino-américaine Chen Chung-Hu a mené à ce sujet une des expériences les plus importantes de la physique, simplement connue sous le nom d'expérience de Hu. Elle a poussé les lois de la physique dans leur retranchement pour déterminer si l'évolution physique d'une situation symétrisée correspondait toujours au symétrique de l'évolution qu'on aurait observée sur l'original. À la grande surprise de la communauté scientifique, la réponse est non. Les lois de la physique peuvent imposer une évolution différente aux versions droite et gauche d'une situation entièrement similaire par ailleurs. L'expérience de Hu étudie la désintégration des atomes de cobalt-60 et plus précisément la radioactivité bêta en son sein. Il s'agit de la transformation d'un neutron en proton par émission d'un électron, d'un antineutrino électronique et de rayonnement. Au cours de cette désintégration, les atomes de cobalt se transforment en atomes de nickel. Ces atomes de cobalt et de nickel ont un spin. On a déjà parlé en détail de cette notion dans l'épisode dédié, mais pour le sujet d'aujourd'hui, il est largement suffisant d'imaginer le spin comme un moment cinétique, c'est-à-dire de considérer que les atomes tournent sur eux-mêmes. Dans l'expérience de Hu, on va tenter d'aligner le spin, c'est-à-dire schématiquement cet axe de rotation, d'un grand nombre d'atomes de cobalt-60. Ceci est réalisé par l'introduction d'un puissant champ magnétique et de températures extrêmement basses, proches de 3 millièmes de degré au-dessus du zéro absolu, nécessaires pour réduire suffisamment l'agitation des atomes. Et ensuite, il ne reste plus qu'à compter dans quelle direction sont émis les produits de la radioactivité, et le plus simple est de compter les électrons. On observe une préférence nette d'émission vers un des deux côtés. Et cette asymétrie est conservée lorsqu'on inverse le champ magnétique, et donc la direction du spin, qu'on a approximée ici à une rotation des atomes de cobalt. Ici, il faut bien comprendre pourquoi ça met en évidence ce qu'on veut. Considérez cette situation avec un solénoïde pour générer un champ magnétique, un atome de cobalt-60, son spin, c'est-à-dire cette rotation intrinsèque orientée dans ce sens. L'expérience observe une émission d'électrons principalement dans la direction des flèches ici. Maintenant, considérons cette situation dans un miroir. Ça revient à inverser le solénoïde et le sens de rotation intrinsèque qu'est le spin des atomes de cobalt. Mais l'expérience de Hu nous dit que la direction privilégiée d'émission des électrons est relative au spin, c'est-à-dire ici, vers le bas, alors que dans le cas d'une évolution symétrique, on s'attendrait à une émission vers le haut. Les évolutions des versions droite et gauche d'une même situation ne sont pas symétriques l'une de l'autre. En physique, on appelle cette opération consistant à symétriser dans un miroir une situation la symétrie P, P comme parité. Et l'expérience de Hu montre que les lois de la physique ne respectent pas cette symétrie. Si vous êtes un peu pointilleux, vous pourriez objecter que peut-être l'atome de cobalt n'est lui-même pas symétrique et qu'il présenterait simplement une face depuis laquelle il préfère éjecter des électrons et que cette face soit toujours orientée de la même manière par rapport à son spin. Mais ceci voudrait dire qu'on puisse avoir des versions droite et gauche d'un atome de cobalt, tout en observant pourtant que l'une des deux. Tout ceci serait donc cohérent qu'en faisant intervenir plutôt une loi physique fondamentale violant la symétrie P. Cette expérience a marqué le début d'une nouvelle physique tentant d'expliquer plus finement d'où peut bien venir cette asymétrie de comportement. La théorie, les notions et les mécanismes fondamentaux à l'œuvre sont de nos jours bien connus. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en rentrant un peu plus dans les détails. Les particules élémentaires ont deux propriétés voisines les dotant d'un aspect droite-gauche. La première est l'hélicité. Il s'agit du rapport entre le sens de cette rotation qu'est le spin et la direction du mouvement de notre particule, ce qu'on peut schématiser ainsi. La seconde propriété, la chiralité, est plus subtile et fait intervenir la relativité restreinte.
Elle est liée à la manière dont les propriétés de la particule vont changer lorsqu'on change le référentiel de l'observateur. Il y a une direction privilégiée de l'espace dans laquelle des quantités abstraites augmentent, et comme dans le cas de l'hélicité, on regarde comment cette rotation qu'est le spin s'enroule dans cette direction. La chiralité est donc une hélicité, mais dans une direction particulière qui n'est simplement pas celle du mouvement. L'hélicité est une quantité subjective. En effet, si vous vous déplacez, rattrapez votre particule et la doublez, vous pouvez inverser son sens apparent de déplacement et donc inverser son hélicité. Celle-ci dépend du référentiel. La chiralité, en revanche, est la même pour tous les observateurs. Ces deux propriétés sont liées l'une à l'autre. Dans le cas des particules sans masse, par exemple, les deux aspects se regroupent en une seule et même notion. Pour la suite de cet épisode, on considérera qu'elles sont statistiquement identiques, c'est-à-dire que si vous observez la version chiralité droite d'une particule, vous observerez aussi la version hélicité droite. Mais revenons ensemble à cette force fondamentale qu'est l'interaction faible. Souvenez-vous qu'on a vu ensemble que la force électromagnétique pouvait se comprendre comme l'échange de particules élémentaires entre particules porteuses de charge. Sur ce schéma, deux électrons se repoussent par l'échange d'un photon. L'interaction faible, qui se manifeste pourtant assez différemment, peut aussi se comprendre via l'intermédiaire d'une particule médiatrice de force. Ici vous voyez un neutron, composé de deux quarks down et d'un quark up, se transformer en un proton lorsqu'un de ces quarks down devient up par l'émission d'une particule porteuse de l'interaction faible, le boson W. Celui-ci va rapidement se désintégrer en une paire électrons et antineutrinos. Vous pouvez également lire ce diagramme de la manière suivante. Un antineutrino remonte le temps, puis se transforme en électron revenant dans le sens classique de l'écoulement du temps. Et de l'autre côté, un quark down devient up. Avec cette manière de lire, l'interaction faible est donc un changement de nature des particules par l'échange d'un boson W. Il se trouve que les connexions avec le boson W, ici, ne se font qu'avec la version gauche des fermions et des leptons, et uniquement avec la version droite de leur homologue d'antimatière. Cette force ne voit pas l'autre chiralité. C'est un peu comme si seule la version gauche des particules de matière et seule la version droite des particules d'antimatière étaient porteuses de charge vis-à-vis de cette force. Lorsqu'un atome de cobalt-60 se désintègre, il y a conservation du spin, que vous pouvez toujours voir ici comme une simple rotation. Le cobalt a un spin de 5, et les produits de la désintégration, le nickel, l'électron et l'antineutrino, ont respectivement un spin de 4, 1,5 et 1,5. Vous voyez ici que pour conserver le spin et conserver également la quantité de mouvement, il n'y a pas de choix vis-à-vis du sens de rotation. On se trouve soit dans la situation A, soit dans la situation B. Et nos différents concepts se mettent en place. Dans la situation A, l'hélicité de l'électron et de l'antineutrino sont respectivement gauche et droite. Dans la situation B, c'est l'inverse. Mais vis-à-vis de la force faible, qui n'interagit qu'avec une des deux chiralités, gauche pour la matière, droite pour l'antimatière, la situation A est plus probable que l'autre. C'est ainsi que sur le plan théorique, on explique l'asymétrie de mesure de l'expérience historique de Wu. La symétrie P est ce qu'on appelle en physique une symétrie discrète, en opposition aux symétries continues qu'on a déjà croisées, comme le fait que les lois de la physique soient isotropes par exemple, c'est-à-dire que l'évolution des systèmes ne dépendent pas de leur orientation dans l'espace. Côté symétrie discrète, on en distingue trois. La symétrie P, qu'on vient de voir, qu'on obtient en remplaçant une situation par sa réflexion dans un miroir, la symétrie C, pour charge, qu'on obtient en remplaçant chaque particule de matière par les particules d'antimatière correspondantes, ce qui implique pour les particules chargées une inversion de cette charge, et la symétrie T, pour temps, qu'on obtient en repassant à l'envers une évolution physique. Les symétries discrètes, il est possible de les composer, c'est-à-dire de les réaliser ensemble. Par exemple, vous pouvez réaliser la symétrie CP, consistant à simultanément remplacer les particules de matière par leur homologue d'antimatière, et réciproquement, puis à prendre la réflexion dans un miroir de cette situation physique. Bien sûr, si vos lois de la physique respectent la symétrie C et la symétrie P, elles vont également respecter la symétrie combinée CP. Mais là où c'est un tout petit peu moins évident, c'est que vos lois physiques peuvent respecter la symétrie CP sans respecter ni C ni P. Prenons une analogie géométrique. Considérons cette forme, le bleu et le rouge symbolisant la matière et l'antimatière.
On peut construire le symétrique miroir de cette forme, puis dans un second temps inverser le rôle de la matière et de l'antimatière, où on peut réaliser ces transformations discrètes dans l'ordre inverse, d'abord la symétrie C, puis la symétrie P. Vous remarquerez qu'à l'issue des deux transformations, on retombe bien sur la forme initiale. Elles ne sont pas orientées pareilles, mais elles sont superposables l'une à l'autre. Alors qu'en ayant appliqué uniquement l'une des deux transformations, on se trouve dans des situations différentes qui ne sont pas superposables à la forme originale. Notre objet vérifie donc la symétrie combinée CP, mais ni la symétrie C, ni la symétrie P. Un point important à saisir est une sorte de contraposé de ce qu'on vient de dire. Si vous savez que vos lois physiques respectent la symétrie CP, et d'autre part qu'elles violent la symétrie P, alors vous pouvez déduire qu'elles violent nécessairement aussi la symétrie C. Vous avez besoin d'une asymétrie vis-à-vis de la symétrie de charge pour en quelque sorte compenser la symétrie que vous constatez sur la parité et ainsi restituer la symétrie combinée CP. Il se trouve qu'on dispose d'objets d'étude relativement inattendus pour observer conceptuellement les symétries discrètes, les automates cellulaires dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Si vous n'avez jamais croisé d'automates cellulaires, je vous invite à commencer par la vidéo de Science étonnante sur le jeu de la vie de Conway. Et c'est d'ailleurs avec cet automate cellulaire qu'on va commencer. Dans le jeu de la vie de Conway, il est assez clair que la symétrie P est respectée. Une situation symétrique axiale d'une autre va évoluer de manière symétrique, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est a priori la seule transformation discrète intéressante dans cet automate cellulaire. Mais on a eu l'occasion de voir ensemble un autre automate, Single Rotation, qui lui est beaucoup plus riche en termes de symétrie discrète. Souvenez-vous que dans Single Rotation, l'espace est divisé en blocs de 2 par 2 cases. Les blocs ne contenant qu'une seule cellule sont ensuite tournés dans le sens des aiguilles d'une montre, puis on inverse la manière dont on découpe les blocs de 2 par 2 cases et on recommence la même opération. Cet automate est un très bon exemple de violation de la symétrie P. En effet, une situation et son symétrique miroir n'évoluent pas de la même manière, comme vous allez le constater. À droite, on observe une sorte de planeur qui s'éloigne de sa position d'origine, et à gauche, une structure qui oscille sur place. Les deux évolutions étant pourtant issues de situations initiales symétriques l'une de l'autre. Cet univers dispose d'une autre transformation discrète qui lui est spécifique. Comme les règles impliquent un découpage en blocs de 2 par 2 cases, individuellement, toutes les cases, à un instant donné, ne jouent pas exactement le même rôle. C'est un peu comme si on se trouvait sur un échiquier avec des cases noires et des cases blanches. Ainsi, dans Single Rotation, une translation d'un nombre impair de cases, ici d'une seule, en plus du symétrique miroir, change la situation. Regardons comment ceci évolue. La droite n'a pas changé, mais vous pouvez constater que la gauche n'est plus un oscillateur. Et si on attend un peu, il se passe quelque chose d'étonnant. Un planeur finit par se former et il part horizontalement. Mais pour le moment, on n'a pas réellement observé de symétrie. Les situations droite et gauche présentent des évolutions qui semblent sans rapport. On peut cependant faire une dernière transformation discrète. Single Rotation est un automate réversible. Il ne perd pas d'informations et donc on peut calculer l'unique position précédant une autre et donc inverser l'écoulement du temps. On commence évidemment par voir se rejouer à l'envers l'évolution précédente. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe lorsqu'on remonte plus tôt que notre position initiale. Maintenant, c'est la situation de gauche qui envoie un planeur en diagonale et la situation droite qui finit par envoyer un planeur à l'horizontale. Dans Single Rotation, la combinaison des trois transformations discrètes, de parité, de décalage spatial et de temps, donne des évolutions homologues. Le symétrique, décalé d'un nombre impair de cases, se comporte en remontant le temps, comme la situation originale se comporte dans le sens normal de l'écoulement du temps. Mais revenons un peu à la physique. On a donc au total 7 symétries discrètes C, P et T, et les symétries composées CP, PT, CT et CPT. Trois forces fondamentales respectent les symétries élémentaires et donc également les symétries composées, la gravitation, l'électromagnétisme et l'interaction forte. Cette dernière étant la force qui regroupe les quarks pour former les protons et les neutrons et qui, plus indirectement, les fait tenir ensemble pour former le noyau atomique. Autrement dit, si vous aviez les moyens de contraindre la physique à ne s'exprimer qu'au travers de ces trois forces, alors l'évolution d'un système et de son homologue d'antimatière serait indiscernable, l'évolution d'un système et de son image dans un miroir serait également
indiscernable, et enfin, en zoomant localement en temps et en espace sur une évolution physique, il vous serait impossible de dire si on l'observe dans le sens habituel de l'écoulement du temps ou joué à l'envers. À ce stade, on sait que la quatrième force fondamentale, l'interaction faible, ne respecte pas la symétrie P. Et pour la physique, c'est un problème car la symétrie CPT est essentielle pour faire tenir les théories les plus fructueuses dont on dispose, la relativité et la théorie quantique des champs. Pour que la physique théorique tienne, il est essentiel qu'une évolution d'un système physique soit similaire à celle du même système dont on aurait à la fois inversé la droite et la gauche, la matière et l'antimatière, et dont on regarderait l'évolution à l'envers, comme dans notre illustration à base d'automates cellulaires. Ainsi, après la découverte de la violation de la symétrie P dans l'expérience de Wu, on a tenté de voir si les symétries plus globales étaient conservées, notamment la symétrie CP, l'inversion combinée de la charge et de la parité. Et il se trouve que l'interaction faible vient, encore une fois, mettre son grain de sable. L'une des plus grosses expériences sur la violation de symétrie CP a été menée en 2001 et base ses conclusions sur un enregistrement de plus de 300 millions de désintégrations. Plus précisément, de désintégration d'une particule nommée K-méson neutre à longue durée de vie, aussi appelée K1. C'est un méson, c'est-à-dire une particule formée d'un quark et d'un antiquark. Il peut se désintégrer en beaucoup de choses, mais il y a deux modes de désintégration qui nous intéressent particulièrement. Dans l'un des deux sont produits un méson pi, ou pion positif, un électron et un antineutrino. Dans l'autre sont produits un pion négatif, un positron et un neutrino. Et ce que l'expérience mesure, ce sont les proportions de ces deux modes. Le premier représente 20,21% des cas, et le second 20,34% des cas. La différence peut sembler faible, mais dans le contexte de cette expérience, elle est parfaitement significative. Là où notre histoire de symétrie entre en jeu, c'est qu'en fait, ces statistiques ne changent pas si vous remplacez le K1 initial par son symétrique miroir, par son antiparticule ou les deux à la fois. Ce K1 étant en fait sa propre antiparticule. À votre avis, pourquoi ceci démontre une violation de symétrie ? Une manière simple de voir en quoi un tel comportement viole la symétrie CP est de constater qu'il pourrait vous permettre de définir de manière objective ce que vous appelez matière et ce que vous appelez gauche. En effet, indépendamment de la version des K1 que vous utilisez, symétrisé ou non, antimatière ou non, vous savez que le produit qui ressemble à un électron, dans le mode de désintégration le moins courant, sera ce qu'on appelle matière et présentera l'hélicité qu'on appelle gauche. Sans violation de symétrie CP, une telle définition objective de la matière et de l'hélicité gauche serait impossible. Ainsi, au final, l'interaction faible viole aussi la symétrie combinée CP. Pour avoir tout de même la symétrie CPT, et donc sauver beaucoup de théories physiques, il est nécessaire que l'interaction faible viole aussi la symétrie temporelle pour rattraper cette violation charge-parité. Et figurez-vous qu'une publication de 2013, qui explose le record du nombre d'auteurs que j'ai vu sur un papier, avec l'abstract seulement en page 3 tout de même, parle de l'expérience Babar. La première expérience à étudier et mettre directement en évidence la violation de la symétrie T par l'interaction faible. L'expérience Babar s'intéresse également à la désintégration d'un méson, le méson B. Son fonctionnement est un peu plus complexe, mais on va détailler tout cela. On commence par réaliser une collision électron-positron à haute énergie. Dans certains cas, à l'issue de cette collision, on observe la formation de deux mésons B intriqués l'un à l'autre. Pour cet épisode, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est l'intrication. Il faut juste considérer ici qu'une certaine relation lie ces mésons B l'un à l'autre. Par exemple, si on observe que l'un des deux est un méson B neutre, noté B0, on sait que l'autre est un antiméson B neutre, noté B0 bar. D'où le nom de l'expérience Babar pour B, B bar. Pour déduire la nature du premier méson B, on regarde en quoi il se désintègre et on note la date à laquelle cette désintégration a lieu. Les mésons B ont la faculté de changer de forme. Par exemple ici, un méson B0 bar peut se transformer en méson B+, ce qu'on peut également déduire des produits d'une désintégration qu'on peut également dater. Et ce qui nous intéresse, c'est le temps de cette transition B0 bar à B+. La subtilité, c'est que lors d'autres collisions électron-positron, on peut observer sur la branche de contrôle un méson B-.
déduire que l'autre est nécessairement un B+, et considérer les cas où celui-ci se change en B0 bar avant de se désintégrer. Toutes les dates étant précisément enregistrées. Ici, vous remarquerez donc qu'on peut mesurer le temps moyen de la transformation B0 bar B+, et le temps moyen de la transformation B+, B0 bar. Et ces durées ne sont pas égales. Autrement dit, un changement B0 bar B+, dans le sens normal de l'écoulement du temps, prend plus de temps qu'un changement B0 bar B+, dans le sens inverse de l'écoulement du temps, démontrant ainsi que les lois fondamentales de la physique violent aussi la symétrie temporelle. L'expérience Babar n'a pas étudié qu'une seule asymétrie temporelle, il y en a au total 4 qu'on peut étudier de la même manière, et dans les 4 cas, une asymétrie temporelle a été observée. Un changement prend plus de temps dans un sens que dans l'autre. Cette asymétrie temporelle correspond à ce qui est attendu pour restituer la symétrie globale CPT et donc sauver, entre autres, la théorie quantique des champs. Prenez bien un instant pour saisir à quel point tout ceci est étrange. 3 des lois physiques fondamentales respectent toutes ces symétries, et pour certaines, comme la symétrie de parité, l'intuition nous dit que ça devrait toujours être le cas. Mais à côté de cela, l'interaction faible traite différemment des situations sous leur forme droite et sous leur forme gauche, et traite aussi différemment la matière et l'antimatière. Et dans le cas du temps, c'est encore pire. À notre échelle, il est assez clair que les phénomènes physiques évoluent différemment dans le sens classique de l'écoulement du temps que joué à l'envers, comme la dispersion d'un gaz par exemple. Mais notre compréhension de cette asymétrie est émergente, statistique, c'est la notion d'entropie, et on sait qu'on peut observer macroscopiquement de tels phénomènes non symétriques temporellement, en ayant pourtant des lois locales parfaitement symétriques temporellement, comme des collisions. En résumé, il y a une notion de flèche du temps macroscopique qui distingue le futur du passé, mais cette distinction n'est pas nécessaire à l'échelle fondamentale et 3 des forces physiques ne la font pas. Mais la 4e, l'interaction faible, réintroduit cette différence et sait reconnaître la direction du passé et la direction du futur. Cet épisode est maintenant terminé, c'est un sujet riche que je vous invite à creuser, notamment le fait que ces asymétries pourraient être une explication de la victoire de la matière sur l'antimatière dans notre univers. Je vous invite également à consulter les épisodes de la chaîne mentionnés en fiche qui rentrent plus en détail sur les notions abordées ici, comme celui sur le spin, celui sur la théorie quantique des champs et l'épisode sur l'automate cellulaire Single Rotation. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, retrouvez Patience sur Tipeee, Twitter et Facebook, et surtout, partagez les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.